Ça y est, c'est fini. La saison 2021-2022 de l'Olympique de Marseille est terminée. Comme tous les ans, cette saison aura été riche en événements, joie, déception, enflammade dans un sens comme dans l'autre. Bref, ça a été une saison de l'OM que vous avez vécu avec nous sur FCM au fil des émissions, conférences de presse et autres fancams. Et si nous rembobinions un peu tout ça ensemble pour tenter d'arracher quelques enseignements définitifs à cet exercice. Allez, c'est parti, épisode 1. Merci beaucoup. Souviens-toi l'été dernier. Pauvre franchise hollywoodienne de mon adolescence que l'on pourrait facilement rebooter avec l'OM tous les mois de juin. Sauf que plutôt qu'un film d'horreur, le Souviens-toi l'été dernier version Summer 2021 de l'OM serait un feel-good movie. Souvenez-vous de cette campagne de matchs amicaux ponctuée par une superbe victoire face à Villarreal dans un stade Vélodrome à nouveau habité enfin et face à un adversaire qui n'était rien d'autre que le dernier vainqueur de l'Europa League et qui sera demi-finaliste de la Ligue des Champions cette saison. Quand même, ça avait de la gueule, non ? Puis cette fois-ci, Sampaoli allait avoir toute l'attitude pour faire tout ce qu'il voulait. Enfin, un entraîneur offensif qui pense plus aux cages adverses qu'aux siennes. Nous allions revivre des émotions fortes à la Bielsa. Ouais. Par contre, il y a de la provocation dans le jeu offensif. Hein. Ça j'aime bien côté marseillais. C'est-à-dire qu'ils prennent le ballon, ils n'ont pas peur d'aller fixer, d'aller dribbler, de frapper, de donner les ballons. Et ça j'aime. Ça j'aime parce qu'on se retrouve plus nombreux que les saisons précédentes dans la surface de réparation quand il y a une attaque. Ouais. Après, c'est toujours mieux de les gagner que de les perdre, ces matchs amicaux. Hein. Donc voilà, on est parti là-dessus. Ouais. Il y a une espèce d'enthousiasme qui est en train de se créer. Il y a une espèce de dynamique au sein de l'équipe. C'est ce que disait Jean-Charles. C'est-à-dire une progression aussi. C'est ça, tu as aussi une progression. Mais après, la vraie progression, ça va être dans les matchs, les vrais matchs. Avec Bielsa aussi, tu fais une super pré-saison, etc. Très enthousiasmante. Et puis tu commences par un nul à Bastia et une défaite face à Montpellier pour l'inauguration du nouveau stade Vélodrome. Donc, attendons, et puis mais malgré tout, voilà, on a vu des choses, et puis on voit des nouveaux joueurs, on voit quelque chose, on voit une dynamique se créer, et c'est ça que je retiens, c'est plus la dynamique, et j'espère qu'elle va se concrétiser dans les matchs officiels, parce qu'autrement, ce sont des matchs de préparation, et c'est pas des matchs officiels, donc voilà. Tempérer un petit peu, même si on comprend que le supporter qui s'est ennuyé comme pas possible l'an dernier, qui pouvait pas aller au stade, a envie de s'enflammer. C'est tout à fait normal et des fois je joue un peu les pisse-froids, mais... Puis on était tous craintifs aussi de savoir qu'avec l'arrivée de 8 nouveaux joueurs, s'il y en a d'autres qui arrivent, comment l'équipe allait s'adapter, comment les joueurs allaient se retrouver sur le terrain sans se connaître. Là, je trouve que la mayonnaise, elle a bien prise, plus ou moins. Et oui, parce qu'en plus, Santo Longoria avait tout cassé sur le mercato et nous avait ramené des pépites à l'appel. Et il est temps maintenant pour nous de passer en revue tous les transferts de l'OM cet été. On va d'abord démarrer par les transferts définitifs du côté des arrivées. Conrad de la Fuente s'est engagé 4 ans du côté de l'OM en provenance du Barça pour un montant avoisinant les 3,5 millions d'euros. Le club catalan aurait inclus une clause de 50% à la revente du joueur. Luan Pérez, le défenseur brésilien, a également signé pour une durée de 4 saisons en provenance de Santos. Le transfert se situerait aux alentours des 4,5 millions d'euros. Lirola, le latéral droit espagnol, a été transféré vers le club olympien pour 5 ans et le transfert porte sur une indemnité de 13 millions d'euros, bonus compris. Leonardo Balerdi s'est engagé lui pour 8 millions d'euros avec un contrat de 5 ans. Et enfin, la plus grosse recrue de ce mercato estival s'appelle Gerson pour un montant avoisinant les 22 millions d'euros, bonus compris. Et l'OM a également enregistré de nombreuses arrivées, mais cette fois-ci en prêt, ce qui permettra au club de décaler ses échéances de paiement la saison prochaine. C'est le cas par exemple de Cengiz Under en prêt avec option d'achat aux alentours des 8 millions d'euros plus 2 millions de bonus. William Saliba a également été prêté pour cette saison, mais le club d'Arsenal n'a cependant pas voulu inclure d'option d'achat. L'OM n'aura donc pas la main dans ce dossier l'été prochain. Guendouzi lui aussi est prêté par le club londonien avec cette fois-ci une option d'achat de 11 millions d'euros. Et enfin le gardien Paul Lopez en provenance de la Roma sera également prêté durant cette saison. Une option d'achat obligatoire est inclue dans le deal. A noter que l'OM a également réussi à récupérer les jeunes Bilal Nadir et Salim Benseghir 17 et 18 ans. Ils quittent le club de Nice et les deux ont déjà porté le maillot de l'équipe de France dans leur catégorie d'âge. Pedro Ruiz Delgado, buteur de 19 ans, arrive également libre du Real Madrid. Le joueur va être prêté du côté des Pays-Bas cette saison du côté de Nimeg. Bref,
tous les voyants étaient au vert. Il faisait beau, le public revenait dans les stades, on avait un entraîneur offensif avec plein de pépites sur le terrain. Ça s'annonçait bien cette histoire. Souvenez-vous de cet été enivrant. Comme d'habitude, la première tranche de Ligue 1 nous emmène jusqu'à la mi-septembre et la première trêve internationale. Et cette fois-ci, donc 6 matchs sont programmés, dont 3 déplacements, tous dans le sud de la France, comme pour entretenir cette douce atmosphère d'euphorie estivale. Le premier match de la saison à Montpellier nous donne même carrément envie de sortir la bague de fiançailles pour s'unir à tout jamais au duo Sampaoli-Longoria, souvenez-vous. C'est l'analyse à chaud. L'Olympique de Marseille s'est imposé 3 buts à 2. Remontada de l'Olympique de Marseille qui était mené 2-0 à la pause quand même. Et oui, c'est le maillot des minots. Je pense que je vais le mettre à tous les matchs maintenant. Ouais, tu peux. Hein, Jean-Charles est avec nous pour débriefer ce match. Rebonsoir. Rebonsoir. Et Yacine est avec nous aussi. Rebonsoir aussi également. Ah ouais, gros match de l'Olympique de Marseille. Hein. Ouais. Il y a eu des émotions. Beaucoup pendant cette rencontre. Et il y a eu une belle victoire à la fin. Dans un match, tu vois, quand tu gagnes un match comme ça, peut-être 2-3-0, tu dis voilà, tu as les qualités techniques, tu as les qualités tactiques pour tuer ce genre de match, bravo. Mais là, en étant mené 2-0 et en gagnant 3-2, tu as montré que tu avais les qualités techniques pour gagner ce match, mais tu as les qualités mentales. Parce que mentalement, quand tu es mené 2-0 à Montpellier comme ça, aller renverser ce match-là, à 25 minutes de la fin, il faut le faire. Voilà, faut vraiment le faire et franchement, ce soir, c'est pas qu'une victoire, c'est pas qu'une simple victoire, c'est une victoire très importante. Quand tu vois une équipe comme Lyon et Marseille, quand tu vois le match qu'a fait Lyon à côté et Marseille, tu te dis que ça sent bon cette saison. Moi, je dis, rappelez-vous que je vous avais dit pendant la rencontre ou à la mi-temps que même à 2-0, j'avais une totale confiance à cette équipe. Je sentais qu'elle n'était pas fébrile, je sentais qu'elle avait des ressources pour revenir au score et pourquoi pas gagner. C'est ce qui s'est traduit à la fin de cette rencontre. Mais voilà, c'est une équipe qui doute pas. Qui doute pas comme les années précédentes où quand tu encaisses un but, tu dis ça y est, c'est fini, on ne va pas revenir, le match est terminé. Là non, tu sais qu'il va y avoir du spectacle, tu sais qu'il va y avoir une révolte en fait. Voilà, c'est le mot, c'est la révolte. Même quand tu encaisses ces buts, tu sais qu'il va y avoir une révolte derrière et qu'ils seront capables d'aller chercher un nouveau but pour lancer la rencontre et pour la remporter. C'est ce qui s'est passé, moi c'est ce que j'aime beaucoup dans cette équipe marseillaise, c'est le caractère, je le répète, ce caractère, cette envie, cette insouciance presque aussi cette audace. Cette audace, voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en avant. Le mot à la mode est alors déséquilibre. Cette équipe-là est déséquilibrée. Sampaoli et ses milliers de joueurs offensifs sur le terrain, mais aucun latéraux ni avant-centre est déséquilibré. Le débat semble être parti sur ces bases-là, et encore plus après le match nul 2-2 contre Bordeaux à domicile, un peu décevant. Mais franchement, j'étais content de venir au stade, j'étais content de voir mes joueurs, j'étais content de voir mon équipe, j'étais content de voir ma ville. Tout ça pour voir quoi? Pour voir un 2-2. Je rentre, je suis déçu. Franchement, je suis déçu. Tu seras quand même content de revenir. L'ambiance, tout ça. Je reviendrai. Franchement, ambiance, ça fait 2 ans qu'on n'est pas venu. Sur ma vie, j'ai eu des émotions comme jamais j'ai eu. Sur ma vie. Allez l'OM. Franchement, allez l'OM. Ouais, l'OM thérapie, comme il dit Babache. Nous, on n'était pas là à la fancam parce qu'on avait dit tant qu'il n'y a pas de supporters dans le stade, on ne vient plus au stade. T'es un bonhomme. Voilà, on revient au stade. Nico, tu sais que t'es un bonhomme. Parce qu'on revient au stade parce tu sais, on t'aime, Nico. Voilà, tu sais, on t'aime. Marseille prend beaucoup de buts également. Ça fait déjà 4 en 2 journées. Parce que tout simplement, quand le bloc monte, sur les comptes, ça peut faire très mal en 1 contre 1, sur notamment les 2 centraux excentrés. Je parle de Luan Pérez à gauche et de Saliba à droite. Le fait de ne pas avoir de latéral droit de métier est un vrai problème dans le sens où il met Camara dans une situation très complexe. Il doit défendre comme latéral droit sans ballon, il doit attaquer comme milieu de terrain dans le double pivot avec Gueye. Malheureusement, les supporters niçois décideront de polluer un peu ce débat en se comportant, eux, n'importe comment. Le 22 août, l'OM qui se déplace sur la pelouse de l'Alliance Riviera est mené 1-0 et Payet va finir par recevoir une bouteille d'eau en plein dos.
S'en suivra un pugilat, un envahissement de terrain, des coups donnés par les supporters sur des joueurs, bref, un désastre pour le football car certains n'ont tout simplement pas su canaliser leurs ardeurs. Corner, allez. Franchement. Enlever un milieu. Ben oui, mais il faut prendre des risques là, c'est pas... Ou tu lèves Camara ou tu lèves Guendouzi. Ah voilà, Payet qui s'énerve, ou alors tu lèves qui relance Gelson. Ah non, mais ça va faire... Et attends, tu vois, c'est ça que j'aime pas. Et oui, mais voilà. Tu vois, c'est ça que j'aime pas. Et oui, mais bon, stop là maintenant. Depuis ça a duré 3 heures, il s'en est pris 28 Et puis regarde, ça envahit le terrain. Non, mais il faut arrêter le match là. Non, mais regarde, c'est scandaleux ces images là. C'est scandaleux, il faut arrêter au bout d'un moment. Allez, non mais balance-leur, bah oui, c'est quoi? Ouais, mais là qui est-ce qui va prendre? Regarde, Qu'est-ce qui va prendre? Et ça part en bagarre. Ouais, mais qu'est-ce qui va prendre? Qu'est-ce qui va prendre? C'est Payet qui va prendre, tu vois. Le terrain est envahi, voilà. C'est fini. Alors, on arrête le match, arrêtez le match, allez, c'est bon. Nico, on nous parle beaucoup sur les réseaux sociaux et sur les chats de déclarations de Mathieu Bodmer, on en a entendu une partie, mais est-ce que toi t'as entendu d'autres choses qui t'ont choqué? Sur Prime Vidéo, il raconte tout et n'importe quoi. Ouais. Je veux dire, c'est comme tout le monde doit meubler, sauf que là, il raconte tout et n'importe quoi. Il y a Ismaïl qui essaye de tempérer, parce que les autres, ils étaient en train de tirer à vue sur Payet, quoi. C'est comme si c'était Payet le responsable. Payet, il a pas rejeté la bouteille, on est tous d'accord. Oui, Alvaro, Payet, il a pas balancé victime, notre tribune. On est tous d'accord, mais je suis désolé, le gros problème, c'est l'arbitre qui arrête pas le match avant, et Payet qui prend quand même un truc sur la gueule et des bouteilles qui pleuvent dans tous les sens. Et envahissement de terrain, je veux dire, c'est super grave, quoi. Qu'à cela ne tienne, il en faut plus pour stopper la belle dynamique de l'OM qui termine ses grandes vacances par 2 succès enthousiasmants. 3-1 à domicile face à Saint-Etienne dans un vélodrome bouillant et 0-2 à Monaco sans Dimitri Payet. On avait un peu peur, mais avec un grand Bamba Dieng qui marquera cette rencontre de son empreinte et se fera définitivement une place dans cet effectif. Ouais, c'est vrai, je suis très content de cette prestation d'abord. Je remercie toute l'équipe de m'avoir aidé à réaliser cette belle prestation. C'est vrai, j'ai fait 2 poteaux, mais je savais qu'aussi ça va venir parce que je suis resté concentré pour mieux faire après. Et voilà, j'ai pu marquer 2 buts. Tu viendrais? Bah oui, parce que j'ai même pas les mots pour vous dire, mais je suis très content aussi. C'est certain. Après ce début de saison, nous allions nous enflammer toute l'année. Souvenez-vous de ce sale automne. L'apparition dans le calendrier de la Coupe d'Europe, les retours de Milik et Lirola, mais surtout la disparition progressive de l'enthousiasme. Pourtant, c'était plus ou moins reparti sur les mêmes bases après la trêve internationale, malgré un match nul frustrant 1-1 sur la pelouse du Lokomotiv en Coupe d'Europe, mais on n'allait tout de même pas s'arrêter à ça. Non, souvenez-vous de ce que disait ce fin analyste du football à l'époque. Non mais vraiment, moi je reviens toujours à ça, mais je pense que collectivement le plan était le bon, qu'on a eu tous les voyants au vert, tout était fait pour gagner ce match et techniquement, eh ben, ça a foiré dans les 2 surfaces et voilà quoi, c'est inexplicable parce que si tu as un minimum de réussite dans la surface adverse, tu t'en mets 2 sans problème. Et si tu as un minimum de réussite dans ta surface, tu n'en encaisses jamais 1. Donc tu es à peu près sûr de gagner ce match, mais on s'est foiré techniquement et c'est là où Payet, Milik sont des mecs qui peuvent t'apporter quelque chose. Oui. Et au niveau des gardiens, il va falloir s'élever pour Paul Lopez et si Mandanda revient, qui reste au niveau qui était le sien et qui ne revienne pas au niveau des 2 matchs. Bref, c'est dans les 2 surfaces où il va falloir élever le niveau techniquement. Et puis, dans tous les cas, le match suivant, l'OM repartait donc sur des bonnes bases en dominant un concurrent pour l'Europe, Rennes à domicile dans un vélodrome toujours en feu avec un Bamba Dieng toujours rutilant. Franchement, cette année, on ne peut que être heureux. Hein. On gagne, ça joue. Il y a la manière, il y a tout pour être heureux. Franchement, on est bien. Les remplaçants, ça rentre. On a encore une belle équipe sur le terrain. Franchement, ça change. Ça fait plaisir cette année. Ouais, c'est ça, tu fais un peu tourner, sans Gerson, sans Rongier, sans Camara. Ça joue. Et là, tu joues avec un Dieng qui était attaquant.
Tu te dis, tu vois, ça commence même à changer un petit peu le système. Il y a Milik qui revient, enfin tout va bien là, il fait beau. On est bien, Dieng numéro 2, Sénégal. Moi j'ai tout pour être heureux, Sénégalais, Marseille, j'ai tout pour être bien. Non, franchement, on a un bon deuxième attaquant. On sait qu'il sera toujours là au rendez-vous. Il marque ses buts. Non, franchement, tu sors des joueurs, tu rentres des joueurs, ils sont encore bons. Tu as toujours un bon 11. Et aussi, c'est le feu sur le terrain, et c'est le feu en tribune. Énorme ambiance. Retrouver le stade comme ça fait chaud au cœur aussi. Ouais, franchement, on a tout. Merci monsieur Sampaoli parce que franchement, il y est pour beaucoup. Merci Longoria parce que lui aussi il y est pour beaucoup. Non, on a tout pour être bien cette année. Non, le tournant a lieu à domicile contre Lens. Bon, difficile d'oublier, ou plutôt très facile d'oublier le match très nul à Angers 0-0, mais Sampaoli avait fait tourner, et puis à l'époque de toute manière on disait que c'était la faute d'Amavi et de Luis Enrique et pas au niveau. Mais Lens. C'est l'OM du début de saison qui se présente aux hommes de Francaise et l'OM est mené 0-2 très rapidement sur sa pelouse avec une défense en grande difficulté face à Sotoka et au caractère très direct du jeu sans et hors, mais parvient à revenir. 2-2 grâce à un coup franc de Payet et un penalty transformé par ce même Payet obtenu par Bamba Dieng. En début de seconde période, l'OM peut faire pencher la balance en sa faveur. Leka sort quelques parades, Under touche du bois, mais c'est finalement Wesley Saïd qui va offrir la victoire aux nordistes. Alors quoi ? Il faut changer de braquet, tout changer pour une rencontre qui n'a pas tourné dans notre sens, mais qui aurait pu. C'est ce que laisse sous-entendre Jorge Sampaoli en conférence de presse d'après-match. Ainsi débute l'ère du contrôle. Alors, Sampaoli en conférence. Sur 4 questions, donc s'il y a des réponses longues, Pancho il va bloquer et il va traduire et reprendre. Ok ? Baptiste. Un partido en el cual la presión de Lens fue muy agresiva y nosotros no tuvimos el control del juego. Entonces se hizo difícil tener el control del partido. Lo tuvimos los últimos 15 minutos del primer tiempo y los primeros casi 25 del segundo, pero cuando Lens lo tuvo, nos hizo daño de contra, a velocidad, con mucha presión. Fue un partido que yo pensaba que iba a ser difícil si se daba este tipo de partido, y se dio el partido que era mucho más favorable para Lens. Alors c'était un match, il y a eu beaucoup de pression, beaucoup d'agressivité de la part de Lens. Excusez-moi. C'était un match avec beaucoup de pression, il y a eu beaucoup d'agressivité de la part des joueurs de Lens. Et quand on n'a pas le contrôle du match, ben, ça donne ce match-là. Il faut qu'on ait le contrôle du match. On l'a eu pendant 15 minutes, là où on a pu revenir au score. Et ensuite, on les a eu les 20 dernières minutes. Mais malheureusement, Lens, on les connaissait. C'est une équipe qui nous a fait mal sur les comptes. Pourquoi ? Parce qu'ils font, c'est leur force à eux, c'est de presser, d'aller contrer. C'est pour cela qu'on a eu un match très difficile ce soir. Karim. Bonsoir coach. L'adversaire était bon. Vous nous avez dit que Lens posait souvent des problèmes à l'OM. Mais est-ce que sur un plan physique, vous avez trouvé votre équipe à 100% ou la fatigue se fait ressentir? No sé si la frustración del desarrollo tiene que ver con ese aspecto. Sería justificar algo que desconozco en realidad. Nosotros estábamos ilusionados con el partido, sabíamos de la forma que teníamos que intentar neutralizar la agresividad de Lens, que ya viene con un proceso muy largo, con los mismos futbolistas. Nosotros nunca encontramos el hilo del control del juego, no podíamos conectar, y eso generó que el rival fuera superior básicamente en ese tipo de partido que nos tocó jugar. Tendremos que resolver situaciones de este tipo para que este tipo de partidos no nos
no nos hagan el daño que nos generó hoy Lens. Alors il ne faut pas penser que si on a perdu ce soir, c'est par rapport à l'état physique. C'est une frustration qu'on peut se dire par rapport au résultat. Mais bon, on n'a pas su neutraliser les Lensois parce que bon, on connaît leur qualité. On n'a pas gagné cette ligne de conduite et du match qu'on devait mettre en place. Pourquoi? Parce que c'était un match qui était difficile pour nous. On a essayé de résoudre par contre, il faut qu'on arrive dans le futur à résoudre ces matchs-là, parce on va en avoir d'autres comme ça. Il va falloir qu'on trouve la solution et la clé surtout pour essayer de gagner ces matchs-là. Fini le déséquilibre, bonjour la sécurité, ou au moins la volonté de sécurité. Plus rien ne se passe comme promis par le cliché Sampaoli coach show qui va mettre le feu. Il y a un virage très clair à ce moment-là en Ligue 1. Voyez plutôt, d'août à Lens, l'OM joue 7 rencontres. Marque 14 buts, en encaisse 8. De Lens à décembre, l'OM joue 7 rencontres, ne marque plus que 7 buts, mais en encaisse uniquement 4. Les points se gagnent désormais en concédant moins, mais en créant aussi beaucoup moins. Si seulement le match de Lens avait tourné en notre faveur, parce qu'après ça, les débats ont commencé à ressembler plutôt à ça, celui qu'on va vous montrer après cette minuscule petite victoire, 1-0 face à 3 à domicile. Voilà. On a un peu de tout. On a un peu de tout. Voilà. Alors attends, hop, tac. Oui. Alors on a un petit peu de tout. On a Paul Lopez notamment qui dit aujourd'hui c'était vraiment important de gagner, quelle que soit la manière. C'était vraiment le message avant le match. On a aussi Sampaoli qui dit dans ce métier la nécessité de victoire va avec votre survie. Ça a été un peu dur ces dernières semaines sur ce plan. Et on a aussi Valentin Rongier qui est juste ici et qui dit voilà, on savait que ce serait un match compliqué, on doit faire mieux surtout avec ce qu'on a proposé en première période. 3 nous a mis en difficulté avec leur système. On ne savait pas trop sur qui sortir et comment le faire. On s'est mieux adapté en seconde mi-temps, mais le plus important ce soir était de gagner au vu du contexte avec le stade vide. C'était important de profiter des autres résultats du week-end, comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Le coach nous a dit des choses à la mi-temps, mais vu ce qu'on a proposé en première période, c'était pas possible d'avoir cette attitude, parce que même dans l'agressivité, on n'y était pas. On avait une belle opportunité ce soir de prendre 3 points, très important, donc on ne pouvait pas continuer sur cette lancée. Puede ser. A veces los estados anímicos impiden el desarrollo de la continuidad de una forma alegre de jugar como nosotros arrancamos la temporada. Peut-être que vous avez raison, et parfois ces questions d'état d'esprit, c'est compliqué parce qu'il y a pu y avoir évidemment en début de saison une forme de joie, mais il y a parfois des fluctuations dans la manière dont une équipe joue et dont elle se sent. Il est vrai qu'il y a eu une sorte de baisse de rendement collectif parfois, et il faut tout de même revenir sur cette question des 2 compétitions qu'on joue, et ce sont des équipes jeunes, donc on espère surtout que cette baisse de régime dans cette équipe dure peu et que revienne très vite cette équipe plus enjouée et cette équipe qui a beaucoup d'occasions. Donc c'est vrai qu'il y a dernièrement des matchs qu'on aurait dû gagner et que l'on n'a pas gagné, et tout cela crée des tensions et à la fois une forme de besoin, d'urgence, et tout cela génère à la fois de la peur et de l'indécision. Donc je pense qu'il faut surtout perdre la peur et tenter de retrouver cette équipe qui nous a tous plu. Tenga mucha más tensión y mucha más necesidad. Y la necesidad hace que haya más imprecisión y más miedos. Este sistema de jugar merece gente que le escape al miedo y que se decida. En ese proceso estamos de reencontrar aquel equipo que nos ilusionó a todos. Avec aussi ce type de réaction typique d'une équipe qui joue mal que nous sert là Matteo Guendouzi après une défaite 2-1 à domicile face à Brest. Non, on joue comme on travaille à l'entraînement en ce moment, et on avait quand même eu dernièrement quand même des bons résultats à part le match à Galatasaray. Donc c'est vrai que quand on gagne les matchs, tout le monde dit qu'on joue très bien, et quand on perd les matchs, bizarrement on joue très mal. Donc si on retient la première mi-temps, on a très bien joué, on a fait de très bonnes choses et c'était très intéressant. Et la deuxième mi-temps, elle a été un peu catastrophique. Ajoutons à ça de la frustration en Europe, beaucoup de nuls contrôlés, mais aussi une humiliation à Galatasaray qui ressemblait beaucoup à celle vécue un mois plus tôt à Lille dans le contenu. Et nous entrons clairement à ce moment-là dans un autre récit, dans un autre moment de la saison. Petit addendum, vous avez noté que je n'ai pas fait allusion au deuxième match de la honte, malheureusement subi par les Marseillais à Lyon, avec encore une fois une bouteille jetée sur Payet.
Pourquoi je n'y ai pas trop fait allusion? Parce que, mine de rien, le groupe olympien a été assez fort pour ne pas se laisser distraire par ces actes pitoyables et le destin s'est chargé de punir ces deux équipes, l'une d'entre elles en l'écartant complètement des places européennes et l'autre en lui faisant perdre la coupe. Comme quoi, le karma avait encore frappé. Souvenez-vous de l'époque Sampaoli, de génie à escroc, Will Quick et vice-versa. L'hiver olympien va voir la figure de l'entraîneur argentin devenir extrêmement clivante entre les pros et les antis. La base de ce débat, des rencontres extrêmement frustrantes, complètement ratées, suivant des masterclass. Le mot déséquilibre semble désormais bien loin, tout comme les comparaisons avec Bielsa. Ce sont désormais les mots contrôle, possession, voire efficacité qui ont pris le pouvoir dans les débats. Il y a Yoni qui dit on nous a vendu un Sampaoli en mode Bielsa, on est très très loin. Vous êtes très gentil avec Sampaoli et avec son travail. Bah ouais, mais moi j'aime plutôt bien quoi. Ce qui fait. C'est Yoni off. C'est un peu une phrase d'orange. Non mais il n'est pas seul à dire ça, je vois. Ouais, il y a beaucoup de gens qui... Alors je suis désolé. Non, mais c'est pas parce que... Moi, c'est ma pensée. Non mais qui dit ça, c'est pas parce qu'il y en a plusieurs que ça veut dire quelque chose, c'est vrai. Mais moi je trouve ça plutôt pas mal ce qu'il propose Sampaoli, donc... Après, c'est sûr que c'est pas Bielsa. Hein. Attendez les gars, on passe de Villas-Boas à Sampaoli. Voilà, Villas-Boas, c'était... Carrément. Je pense que vous avez la mémoire courte. Hein. C'est ça. Villas-Boas, fallait les encaisser les matchs. Ouais, hein. Là au moins, il y a un partout, d'accord. Et pendant 90 minutes, ouais. Je suis pas resté là comme ça. Je me suis Ouais. régalé pendant 90 minutes. J'ai vu un match de foot. Ouais. Voilà, j'ai vu de l'intensité, j'ai vu même s'il y a eu des erreurs, même s'il y a eu des erreurs techniques, on a manqué de finition, etc. De temps en temps, j'ai vu un match de foot. Ça ronronne un peu, ça fait beaucoup tourner, ça joue un peu au hand. Ouais. Non mais je pense qu'effectivement... il se passe toujours des trucs. Il y a une petite tendance. C'est toujours intéressant. C'est pas tout le monde, mais moi je peux le voir sur Twitter. Il y a des gens des fois qui me parlent en privé qui me disent ouais mais Sampaoli c'est pas possible, c'est quoi ce coaching, c'est quoi cette façon de jouer, tu joues à la baballe, tu veux faire du Guardiola mais t'as pas les joueurs pour faire du Guardiola. J'entends ce genre de critique. C'est pas majoritaire mais ça existe. Et moi je suis d'accord avec vous. Sampaoli c'est pas Bielsa, c'est pas du tout le même genre de jeu. On se régale pas autant qu'on se régalait au mois d'août. Ah, ça c'est vrai. Au mois d'août c'était football total, ça partait dans tous les sens. Mais je suis désolé. T'as la balle, tu domines les matchs. Tu as beaucoup d'occasions, tu fais beaucoup de frappes, tu les as les occasions. 80% de possession, on a fait combien de tirs? On en a fait 16 tirs. 16 tirs. Donc si tu n'avais pas d'occasion, je pourrais admettre plus facilement ces critiques-là. De jouer avec la baballe, ce qu'on disait un peu match de hand, là, où tu tournes et tu tires jamais. Mais tu tires, tu as des occasions, tu as plein d'occasions en seconde mi-temps, tu t'ennuies pas. Quoi. Je suis d'accord avec toi, Villas-Boas, c'était l'enfer. Il a fait 3 mois sympas, Villas-Boas. Après, ça a été l'enfer. Décidément bien chiant cet hiver avec le retour du Covid, des jauges dans les stades, mais tout de même des victoires ultra convaincantes comme à Strasbourg, à Lens et même des victoires historiques comme enfin finalement à Bordeaux. Mais le tout entrecoupé de purges dégueulasses comme les nuls à domicile au Vélodrome contre Reims, contre Lille, voire pire, la désastreuse défaite à Lyon. Je pense que, en fait, on a perdu contre l'une des équipes de Lyon les plus faibles de ces 2 dernières décennies. Ah oui. Non? Oui, c'est vrai. Quand on regarde... Hein? Il y a eu beaucoup d'absence. Quand on regarde l'équipe qui est alignée ce soir face à l'Olympique de Marseille, enfin, moi je connais 3-4 joueurs, non? Et sur le banc, il y a Dembélé, qui d'ailleurs au départ devait pas y être sur le banc. Il a dû faire, je crois que il n'était pas Covid lui. Si, il était Covidé, mais il a eu un test négatif ce matin. Voilà, ce matin. Donc, voilà. Des joueurs comme Shaqiri qui n'ont pas fait match de la saison. C'est quoi cette équipe de Lyon ce soir qui nous bat? C'est scandaleux. Ils ont joué sans attaquant. C'est aussi pour ça qu'on met ça dans le titre, je pense, nous, de ce débat, c'est que c'est scandaleux parce que tu perds face à une équipe de Lyon super faible. Après, comme on l'avait dit, c'est un Olympico. On savait que même avec n'importe quelle équipe, ils allaient se battre. Les mecs, ils n'allaient pas avec ce qui s'était passé, tout ça, ils n'allaient pas se laisser faire. Mais c'est vrai que ce soir, quand on regarde le 11 lyonnais, on se dit, on n'a pas grand-chose à craindre. Quoi. Cette performance de ce soir, ce qui est flagrant, c'est l'écart qu'il y a entre le match de Lens et celui de ce soir face à Lyon. Ça a été un trou noir. On a eu la possession de balle pendant 15-20 minutes. Jérémy l'a dit, c'est vrai, en première période. Et puis après, ça a été du néant quasiment. Ah tiens,
Ça me rappelle, on n'a pas encore parlé de cas particuliers. On aime bien mettre ça au cœur des débats, nous les journalistes, normalement. Arrêtons-nous donc sur 3 cas particuliers, en commençant par Pau Lopez. L'Espagnol aura un coup de moins bien en fin de saison, dont saura d'ailleurs profiter Mandanda. Mandanda qui aura eu l'élégance de ne pas l'ouvrir publiquement sur son mal-être, ce qui était important pour l'Espagnol, qui était déjà assez malmené dans les médias, et qui va s'effacer aussi élégamment en fin de saison. Mais en ce milieu d'hiver, n'oublions pas les très bonnes prestations de Pau Lopez qui ramasse à ce moment-là toutes les éloges, même celles de Ben. Et Pau Lopez qui a sorti, messieurs, un match... masterclass, ouais. Même si il y a ce petit but, mais bon, il n'y a plus rien. Oui, je pense, effectivement, il y a ce petit but sur le corner. Et c'est la première fois que je vois Pau Lopez réaliser de tels arrêts, en fait. Il fait 3 arrêts décisifs. Je pense que c'est l'une des premières fois où on subit autant. En première période. D'occasion, en première période, des occasions franches. Juste avant le but, il fait une parade de malade. Il sauve l'OM. La tête de Bourak. Il sauve l'OM du 2-0. Et la frappe de... C'est-à-dire que s'il la sauve pas, tu reviens pas, quoi. Non, ça c'est sûr. Vu les difficultés que tu as à marquer, si Lille est à 2-0, même à 1 de moins, il faut le rappeler. Jusqu'à présent, on avait vu un Pau Lopez surtout, tu vois... Serein, efficace, propre. Propre, surtout balle au pied devant, jouer au devant et tout. Là, on a moins vu ça, on a vu des belles parades de Pau Lopez. Voilà. Le cas de Gerson, ensuite, le Brésilien est la recrue la plus chère du mercato marseillais et a mis du temps à démarrer. Souvenez-vous de ses prestations désastreuses en milieu axial bas à Lille ou à Galatasaray. Gerson, un faux attaquant finalement, et Gerson qui marque un superbe but, et Gerson qui fait un match quand même intéressant, au-delà de son but, dans les déviations, dans les appels en profondeur. On l'avait un petit peu vu en début de saison, là on a retrouvé Gerson beaucoup plus intéressant. C'est ça. Hakim, toi, qu'est-ce que tu as pensé de... Est-ce que tu es d'accord au moins avec Nico sur ce qu'il vient de dire sur le match? Ah oui, totalement. Moi, je rejoins un peu ce qu'il dit, notamment sur Gerson, parce que bon, on sent qu'il est pas mal critiqué, à juste titre, on va dire. Il n'a pas encore montré tout son potentiel. Et ce soir, on voit qu'il a quand même, peut-être, je pense que le placement lui convient déjà peut-être mieux. Et là, c'est vrai qu'on est revenu à quelque chose de plus linéaire, et ça permet en fait tout simplement d'avoir des adversaires plus répartis sur toute la largeur du terrain, donc d'avoir un petit peu plus d'espace. Et ça crée surtout beaucoup de tandems, c'est ce qu'on voit beaucoup cette saison. Tu as quand même beaucoup Under qui est lié à Guendouzi, même si Guendouzi, lui, est plus en réalité dans ces zones-là. Tu as aussi beaucoup donc, le côté Payet-Gerson, c'est un duo qu'on connaît bien, et aussi le côté Konrad-Gerson. Quand Konrad est de ce côté-là, c'est très très récurrent que Gerson fasse ce genre d'appel à l'intérieur pour lui offrir soit une solution de passe, soit pour attirer ce défenseur-là avec lui. Et donc voilà, ça permet en gros d'exploiter la position, toutes les positions sur le terrain de la meilleure manière possible. Et en plus de ça, ça crée des relations entre tes joueurs. Donc c'est vrai que c'est quand même plutôt positif. Après, c'est un parti pris parce que, comme on l'a dit, il y a des équipes qui préfèrent mettre du monde dans un endroit pour en libérer un autre. Donc après, c'est une façon de faire. Mais en gros, voilà, oui, c'est comme on le voit, on part souvent sur un 4-1-5. Et ce 4-1-5, Milik, il va occuper la pointe de cette équipe et il va pas trop décrocher comme peut le faire Gerson, c'est la grande différence. Donc si on peut revoir l'organisation contre le Lokomotiv, Ryan, où on voit, voilà. Donc là, il n'est pas non plus collé à son central, Milik, mais on voit qu'il est voilà, dans la zone, il a une position d'avant-centre. C'est ça, et puis en plus, ce qui est différent avec Milik, c'est déjà sur le papier, là, comme tu l'as dit, c'est très clair, on voit que c'est un peu différent, mais c'est surtout, comme on l'a dit aussi au début avec la réflexion sur le faux neuf, c'est au niveau des courses, et l'OM, ça s'anime. En fait, l'OM, si tu veux comprendre un petit peu leur match cette saison pour caricaturer, c'est tu regardes la relance, si ça se passe bien, ça va être un bon match, si devant tu as des courses, ça va être un bon match. Bon, après, ça c'est comme beaucoup d'équipes, mais Milik, c'est un attaquant qui est assez peu mobile, du moins par rapport à Gerson Payet. Et c'est sûr qu'en fait, le problème de Milik aujourd'hui, c'est pas tant là où il est sur le terrain, c'est que du coup, là, tu n'auras pas ce genre d'appel où tu as un joueur qui décroche, un joueur qui plonge, ou alors lui, peut-être même, qui va faire un appel en profondeur. Milik, c'est plus un joueur... en fait, c'est un joueur pour moi qui est plus passif
jusqu'à la surface, et dans la surface, il sera agressif parce qu'il sait se déplacer, il a une super qualité pour finir, même si cette saison il est un peu plus en difficulté. C'est un joueur qui a beaucoup d'instinct et qui est très à l'aise là-dedans. Mais ce n'est pas un joueur en fait, qui va faciliter ton équipe dans l'animation, ce n'est pas un joueur qui va amener ton ballon dans la surface. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tout à l'heure, tu disais que le faux neuf était donc ce joueur qui aide l'équipe à arriver dans la surface, alors que là, la description que tu as fait du poste de Milik, c'est un joueur qui est à l'aise dans la surface, mais qui ne va pas forcément t'aider à arriver dans la surface. Et c'est vrai que ces derniers mois, l'Olympique du Marseille a du mal à arriver dans la surface. Et enfin, Arkadiusz Milik, donc le grand attaquant en fonction des disponibilités et qui ne joue pas toujours. Enfin, quand il revient de blessure en septembre, il joue quand même beaucoup, mais n'est pas très bon, marque très peu en Ligue 1, mais se rattrape dans les coupes. Malgré ses contre-performances en Ligue 1 contre Metz, Troyes, Reims, Lille, sa moindre mise sur le banc est jugée suspecte. Quelques mots glissés au micro d'Amazon le 13 février après avoir marqué le but victorieux à Metz finiront d'officialiser le drama Milik. Comment vous avez pris le fait de ne pas être titulaire? C'est un piège. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je fais mon boulot. Bonsoir, Bertrand Latour, la chaîne d'équipe. Arkadiusz Milik a inscrit un doublé ce soir. La semaine passée, il a exprimé qu'il ne comprenait pas sa situation à Marseille. Et quand vous l'avez sorti à la 70e minute, il était très agacé. Il a frappé à plusieurs reprises, je ne sais pas si c'était des bouteilles ou des objets. Est-ce que vous comprenez sa réaction? Donc, merci. No, desconozco los gestos, no sé. Yo me fijo mucho en los minutos que están jugando. Necesitamos tener los jugadores preparados para cada partido y hoy estaban previstos algunos cambios que también tenían que ver con el partido que viene, más allá de la molestia de algún jugador. Nosotros tenemos que seguir con la planificación prevista. Alors je ne sais pas, je n'ai pas vu ces gestes-là. Moi, ce que je regarde, c'est le temps de jeu de chacun, parce qu'on a besoin que tout le monde soit en forme et tout le monde soit prêt pour tous les matchs. Aujourd'hui, on avait des changements qui étaient déjà prévus, notamment liés au fait qu'on va rejouer un match très très rapidement. Donc voilà, sans parler des agacements de chacun, nous ce qu'on regarde, c'est que c'est vraiment le temps de jeu. On continue de travailler. Même coach Milik, c'est votre buteur. Quel est l'état de votre relation avec lui? Como todos. Como profesionales somos compañeros de trabajo, yo mi función, Milik es la suya y particularmente tengo la misma relación que tengo con todos, no tengo diferencias con nadie. Alors comme avec tous les autres, ici on est professionnel, on est des collègues de travail, lui il a sa fonction, moi j'ai la mienne et notre relation est la même qu'avec tous les autres joueurs. Bakambu et Kolasinac, qui seront sans doute très importants pour la suite, on ne sait pas encore trop, arrivent au mercato d'hiver à prix cassé mais à salaire dément, tandis que l'OM voit s'envoler un objectif en se faisant piteusement éliminer de la coupe à Nice. Décidément, après l'enflammade, après le retour sur terre, l'incertitude. Alors Sampaoli génie ou Sampaoli fraude, on verra par la suite. Souvenez-vous de la Toto League, sacrée aventure. Mine de rien, cette Conference League si raillée va faire du bien aux têtes. Elle sort de la routine et elle crée même des moments de communion comme à Karabag. Après la victoire, petite anecdote, votre humble serviteur était là assis en salle de conférence de presse, prêt à écouter les réponses des coachs des deux équipes, quand soudain, des cris de joie, de la musique ont transpercé les murs fins du mythique stade Tofik Baramov en provenance du vestiaire olympien. La com de l'OM a dû aller les voir pour leur demander gentiment de baisser un peu le son. Par contre, dans l'avion, là, il n'y avait plus de problème, plus besoin de baisser le son. C'est deuxième Gaou qui est bientôt. Sans même hésiter, elle me dit tous les Brésil.
Je vais te donner. Cette petite Coupe d'Europe, elle permet même à Milik de marquer, même s'il va finir par se reblesser et qu'il ne marquera pas en quart ou en demi de cette fameuse Toto League. Mais mine de rien, après le match contre Qarabağ, après la qualif contre Qarabağ, après le match aller contre Bâle, quelque chose de positif se crée, un équilibre se crée en fait. Malgré le calendrier alors chargé, certains matchs de Ligue 1 deviennent complètement maîtrisés cette saison, comme Brest, Saint-Etienne, Montpellier. On va parler de cette victoire, cette belle victoire de l'Olympique de Marseille face à Montpellier. Qu'est-ce que je retiens de ce match-là? Belle maîtrise, Harit qui a régalé. T'as plié rapidement le match finalement et t'as bien maîtrisé derrière, t'as su gérer tout ça. Gaï a été bien au milieu. Et ce que j'ai aimé finalement, c'est que tu sais que tu as des problèmes quand même en défense centrale, parce qu'il faut le rappeler que Tchalet Tatsar s'est blessé pendant l'échauffement. On espère que c'est pas grave. Et du coup, Camara a dû reculer d'un cran et Gaï faire son entrée. Et finalement, oui, il te manque Alvaro, Balerdi est blessé. Mais tu vois, tu finis même avec Luan Pérez en défense centrale, ce qui est son profil de base. Donc tu as quand même des solutions. Puis, il y a le rêve qui ressuscite un petit peu. Alors certes, ce n'est pas la Champions League, mais même en Conference League, l'OM attire plus que Lyon, pourtant en Europa League. Et très rapidement, l'OM devient même le dernier représentant du foot français en Europe. C'est pour les supporters et votre obligé l'occasion de voyager un petit peu dans des ambiances très chaudes. Voire carrément mythiques. Avec la vraie possibilité de gagner un trophée, sans oublier ce moment de grâce qu'est le but de Payet en quart contre le PAOK. Oui, bonjour. La fin de saison approche, vous avez deux beaux objectifs encore devant vous, entre la qualification en Ligue des Champions et cette demi-finale, puis éventuellement une finale en Ligue Conférence. Quelle est l'importance que vous accordez à cette compétition par rapport au championnat ? Beaucoup d'importance, beaucoup, personnellement, beaucoup et sincèrement, parce que c'est un défi, vu les équipes contre qui on a joué, et parce que j'aimerais bien jouer une finale européenne avec ce club. Moi, aujourd'hui, là, je ne pense pas au championnat, je pense au match de demain et voir si on peut arriver à inverser le résultat qu'on a vu en Hollande pour accéder à la finale. Et franchement, pour moi, comme entraîneur, c'est gratifiant d'arriver à une finale. Donc j'ai hâte, j'attends de pouvoir jouer cette finale. Et en plus, je crois que le groupe aussi attend beaucoup du match de demain parce que pour nous, vu la longue saison qu'on a vécue, ça serait une grande récompense. Bref, malgré la peur brandie un peu partout en France sur la fatigue qu'engendre le fait de jouer la Coupe d'Europe, cette Conference League aura fait beaucoup de bien à la saison marseillaise qui était en train de s'enfoncer tout doucement dans une sale morosité du quotidien. Se souviendra-t-on de cette saison 2021-2022 ? Pourtant, au soir d'une nouvelle victoire 1-0 à Reims avec un nouveau golasso de Gerson, les hommes de Sampaoli entament leur sprint final dans les meilleures conditions possibles. 6 points d'avance sur le 3e à 4 journées de la fin et une demi-finale européenne qui se profile face à un adversaire prestigieux. De quoi mettre une cerise sur le gâteau d'une saison dont on ne comprenait pas encore complètement le goût. Oui, mais non, ça commence d'abord par une défaite 3-2 dans un Keup bouillant qui m'aura fait faire de sales grimaces. Puis, cette sale défaite à domicile face à un Lyon démobilisé. Le score, il est un peu dur quand même, non? Par rapport au match? On n'a pas été bon, mais c'est vrai qu'avec l'arbitre qui nous a pas aidé, on a eu penalty pas sifflé, Lopez qui se fait écraser la main sur le but. Donc après, oui, c'est un peu sévère, mais bon, on n'a pas été bon.
Bon, c'est pas grave, juste un accro, l'OM va se qualifier pour une nouvelle finale européenne et enflammer toute la ville, sauf qu'en fait, 90 minutes sur ce match, 0-0, rien ne se passe. Là, qu'est-ce qu'il va dire l'entraîneur? On n'a pas perdu, c'est bien, on est content. C'est quoi ce match qu'on a fait? Demi-finale de Coupe d'Europe, tu n'as pas une action, le gardien il n'a pas touché un ballon. La fin de saison, il va être compliqué. Si tu gagnes pas à Lorient, tu es mort. Tu es mort. Bien sûr, après tu auras quand même le déplacement à Rennes qui va être compliqué. Ah bah ouais, bien sûr qu'il va être compliqué le déplacement à Rennes. C'est n'importe quoi ce qui s'est passé ce soir. Il faut se remobiliser, tu vois, faut pas non plus partir perdant. Mais tu perds pas perdant, tu perds contre Lyon 3-0, tu fais match nul lamentable ce soir. Comment tu veux pas être inquiet? Je suis d'accord avec toi. Inquiet et surtout dégoûté d'être sorti en demi-finale, alors qu'il y avait la place. En fait, limite sortir de demi-finale si tu fais un beau match, il n'y a pas de souci. Mais ce soir, tu es lamentable, tu fais rien, tu donnes rien. Feyenoord, ils ont pas joué, ils ont attendu derrière. Ils ont pourri le match comme il fallait. Ouais, ben ils ont joué leur jeu. Mais toi, tu n'es même pas capable d'emballer un match. Toute la saison, ça a été ça au Vélodrome. On n'a jamais emballé un match, jamais. Voilà, voilà l'OM de Sampaoli. Voilà. Ah, c'est bon. Allez, merci. Ça y est, peur sur la ville, Sampaoli est redevenu un bidon, on va tout perdre. Eh bien non, l'OM va réussir à décrocher sa qualification directe en Ligue des Champions au soir de la dernière journée. Avant d'avoir vu le match, mais en prédisant une victoire de Marseille face à Strasbourg et un nul de Monaco à Lens, j'étais plutôt parti sur ça pour la conclusion. Ces deux résultats, couplés aux contre-performances de Rennes à Nantes et de Monaco à Lens, vont permettre à Marseille de poissonner de justesse son ticket d'entrée dans la Ligue des Champions 2022-2023. De justesse, sans gloire, sans panache, mi-figue, mi-raisin. Mais il y aura eu ce match qui change tout pour reprendre de justesse, oui, mais non sans panache, la seconde place directement qualificative pour la Ligue des Champions à Monaco. Alors, bien sûr, ce match n'aurait même pas dû exister si, encore une fois, les hommes de Sampaoli ne s'étaient pas ramassés dans un gros match, le dernier de la saison à Rennes. Mais il y avait encore cet autre match, à domicile, contre Strasbourg, et surtout ce scénario. Alors que Monaco mène toujours dans les arrêts de jeu à Lens et semble bien parti pour obliger l'OM à se contenter de la 3e place, les Marseillais poussent, en tribune et sur le terrain. Déjà 4-0, un 5e pourrait changer la situation ou un but à Lens et soudain... Oui, but à Lens, euphorie, émotion incroyable, joie. Et il change tout au récit de la saison ce match car il ajoute une pincée de magie mais surtout beaucoup de souvenirs. Ce qu'il manquait cruellement à cet exercice. Voici par exemple la fin que l'on avait enregistrée avant le match. C'est ainsi qu'on en revient à la question de départ. Dans 10 ans, se souviendra-t-on de cette saison 2021-2022 ? Bon, à part Yacine, bien sûr, qui lui s'en souviendra, mais sinon. L'OM de Sampaoli aura surtout été marqué par l'obsession du contrôle. Ce contrôle, ces joueurs l'auront finalement eu, mais surtout sur des adversaires plus faibles. Alors attention, il faut déjà le faire, être meilleur que les plus faibles, parce qu'on entend souvent « Oui, l'OM a gagné, mais t'as vu qui c'était en face ?» Ben oui, c'est la Ligue 1, pas la Première Ligue, et pourtant... Combien de fois l'OM a terminé sur le podium ces 10 dernières années ? Il a tellement manqué le sel de l'exploit, du surpassement, du feu aux tripes des supporters et de la ville. Dès que l'équipe de Sampaoli a rencontré un adversaire supposé meilleur ou du même calibre, tu t'es planté, voilà, tu as eu Paris, l'Europa League, Feyenoord, Lyon, le Rennes de fin de saison et tant d'autres. Dès que l'exploit était possible, l'OM a simplement rien fait, a vraiment rien fait. Il a simplement échoué en échouant à contrôler le jeu. Dommage, il y avait vraiment matière à marquer l'histoire cette saison. Ça ne sera pas le cas, mais cependant, on va tout de même noter que l'OM aura réussi à accrocher sa place sur le podium. Et pour l'OM post-2010, c'est déjà ça de prix, mais vraiment, on n'en gardera pas un souvenir impérissable. Eh bien si, justement, on gardera un souvenir impérissable, au moins de cette soirée. Mais au final, il y aura eu ça. L'objectif atteint, oui, et avec un peu de magie, un peu de folie. La vérité de cette saison se situe finalement sans doute entre cette impression mi-figue, mi-raisin pré-Strasbourg et ces souvenirs d'une nuit magique folle qui aura donné une toute autre ampleur à l'ensemble.